Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Michel Onfray, évidemment. Et nous allons consacrer 1 heure à notre nouveau numéro, le Front populaire numéro 10, La rage des sans-dents, éloge du peuple providentiel. Et Michel, je voudrais vous demander pourquoi avoir choisi ce titre, La rage des sans-dents. Parce que c'est un concept, les sans-dents, finalement. On n'a probablement pas lu Deleuze, notre ami François Hollande, et il n'a pas inventé des concepts pour le plaisir d'inventer ces concepts. J'étais un peu gêné avec ce mot, parce que c'est quand même Valérie Trierweiler qui a donné toutes ces informations, et j'ai pas aimé, évidemment, la politique de François Hollande, mais je veux dire qu'il y avait des conversations privées, on sait qu'il a le sens de l'humour, qu'il est drôle, il peut utiliser ce mot-là dans une configuration de drôlerie, sauf que quand on sort de la configuration, que Valérie Trierweiler dit cet homme dit ce genre de choses, c'est assez terrible. Alors, je veux bien imaginer qu'il ne l'ait pas dit, mais il aurait pu le penser. Même au-delà de l'humour, indépendamment de l'humour. C'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait garder le concept en se disant que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des prothèses auditives, des prothèses dentaires ou des lunettes selon leur goût, selon leur choix, par exemple, je ne parle pas des vêtements ou ce genre de choses, là il s'agit du corps quand même, hein. Et on voit bien que de temps en temps, effectivement, des gens qui sont plutôt obèses, qui ont plutôt perdu des dents, et qui ne peuvent pas se payer les pivots, enfin tout ce qui fait qu'on peut avoir une bonne et belle bouche, comme certains qui ont des dents toutes blanches, en plus de ça, qui se blanchissent les dents, qui ont comme des cuvettes de WC là quand ils sourient, les stars, et on se dit. Et donc les sans-dents existent. Après, c'était facile de faire le jeu de mots avec la rage des sans-dents, c'est-à-dire ces gens, ils ont une colère, et on sacrifie à la jurisprudence libération qui fait qu'on peut s'autoriser un peu d'humour, parce que ces sans-dents, c'est un peu le lumpenprolétariat de Marx, c'est-à-dire que les gens qui ne sont même pas le prolétariat classique, parce qu'on a, même en plus de ça, paupérisé le prolétariat. Jadis, le prolétariat avait de la dignité, du travail, il était salarié, mais mal payé, mais enfin, pas comme aujourd'hui, on a des gamins qui livrent des pizzas à 11 heures du soir, sans contrat, qui sont même parfois sans papier, enfin, on a une espèce de lumpenprolétariat. Ils ont peut-être toutes leurs dents, ces jeunes garçons, ou ces jeunes filles qui sont à la caisse, oui, mais on voit bien effectivement qu'il y a une vraie pauvreté, une vraie misère. C'est un peu la misère et la pauvreté des gilets jaunes. Bon, tout le monde sait que je les ai défendus. Les fameux gilets jaunes des ronds-points qui ont été ensuite récupérés quand on leur a dit monter à Paris. Et Alors, voilà. Donc là, effectivement, on a souhaité faire une espèce de catalogue de leurs souffrances. voilà, et ce numéro est consacré à la France des oubliés. Ce numéro donne évidemment la parole à ces Français. On verra Coco des Urgences, Simon le Vigneron, mais aussi on y réfléchit et on analyse ce qui s'est passé et pourquoi ce divorce profond entre les élites politiques et puis le peuple de France. Alors dans un instant, on va recevoir d'autres invités, mais je voudrais vous laisser découvrir d'abord la bande-annonce de ce numéro 10 de Front Populaire, éloge du peuple providentiel, la rage descendant. Noémie Alouya nous a rejoint. Noémie, bonjour. Bonjour On parle Stéphane. aujourd'hui de la France des oubliés. La France des oubliés, on le verra dans un instant, c'est la France des déserts médicaux, c'est la France périphérique, c'est la France rurale, cette France des campagnes que l'on entend moins souvent que la France des banlieues, mais c'est aussi la France des banlieues et la France des banlieues qui, entre territoire perdu et insurrection, pose bien des difficultés. Vous vous êtes penché, page 146 de notre revue, sur l'exemple de Sarcelles, que vous connaissez bien puisque vous y avez habité. Et vous avez écrit « Pourquoi la banlieue n'est pas l'héritière du monde ouvrier ?» L'exemple de Sarcelles. Ville nouvelle, ville sans passé, où les ouvriers français, depuis plusieurs générations, comme les Français juifs,
sont partis. Ils ont quitté Sarcelles parce qu'il y avait un antisémitisme de plus en plus épouvantable. Alors racontez-nous un peu Sarcelles, le Sarcelles de votre enfance et ce qu'il est devenu. Écoutez, déjà, on peut peut-être parler d'épuration ethnique à bas bruit, puisque vous avez une communauté juive qui a en grande partie disparu, qui était l'une des communautés juives les plus importantes de France, qui s'est constituée au lendemain de la décolonisation, qui était une communauté à majorité séfarade, donc des juifs qui venaient du Maghreb, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qui se sont implantés dans cette ville nouvelle, qui ont créé leur pôle, si je puis dire, avec des commerces, des écoles juives, des synagogues, et qui aujourd'hui est en train de disparaître et qui se trouve dans un sentiment d'insécurité permanente, avec par exemple des synagogues qui sont protégées par des caméras de surveillance. Vous avez aussi des militaires de l'opération Sentinelle qui font le tour du quartier juif tous les jours pour essayer de protéger cette population qui est constamment menacée, et une communauté qui donc disparaît proprement. Vous avez des témoignages de certains responsables de la communauté dans mon livre sur Sarcelles qui expliquent qu'elle s'est réduite d'environ 30%, mais ça c'est le discours disons officiel, parce que lorsque j'y suis retournée à l'occasion de ce livre, lorsque je suis retournée dans cette ville où j'ai grandi 15 ans plus tard, on voit bien que la communauté n'est absolument plus ce qu'elle était, et donc vous avez des gens qui ont été obligés de fuir. Et ça, on s'en accommode assez facilement. Or, c'est une tragédie parce que c'est des gens qui s'étaient implantés, qui avaient construit quelque chose et qui ont été obligés de partir. Alors, je parle de la communauté juive parce que c'est celle dans laquelle j'ai grandi. Mais bien sûr, ce ne sont pas que les juifs qui sont visés, qui se sentent menacés. Il y a aussi, on peut appeler les Français de souche, qui étaient là aussi au tout début de cette ville, puisque je raconte toute cette histoire de cette ville nouvelle qui est née au lendemain de la guerre. Finalement, c'était une campagne. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y avait des champs de pommes de terre. Et on a construit ces villes nouvelles qui étaient au départ une utopie. Ces grands bâtiments dont on pensait qu'elles allaient rendre la vie meilleure pour un certain nombre de personnes qui n'avaient pas accès à des logements décents à ce moment-là. Et beaucoup de personnes sont parties, des gens de la communauté juive, mais pas que. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est ce que j'essaie aussi de raconter dans ce livre, c'est le départ des Français de souche, des classes moyennes, même des immigrés de première génération, de deuxième génération, avec une ville qui devient de plus en plus homogène finalement. Homogène à la fois socialement, parce que c'est une ville qui est marquée, on reviendra sans doute là-dessus, par sa pauvreté, par sa population extrêmement jeune, extrêmement juvénile, mais qui est aussi marquée par son homogénéisation sociale donc, et ethnique. Alors, pour ne pas tourner autour du pot, on peut dire que Sarcelles est devenue une ville aujourd'hui d'immigrés récents, et une ville qui est tombée dans l'insécurité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient aussi à cœur. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'immigration, mais je pense que le vrai problème, c'est pas l'immigration, c'est vraiment l'intégration et l'assimilation. Parce que moi, personnellement, je m'appelle Aliwa. Mes parents sont des séfarades du Maroc, d'Algérie, et ils ont fait ce travail d'intégration. Et donc, c'est important aussi de dire que lorsque l'immigration est maîtrisée, tout est possible. On peut faire des Français, on peut apprendre à aimer la France, on peut apprendre à rejoindre cette incroyable histoire et ce roman national, si je puis dire, qui peut être absolument magnifique et qui peut être intégré à partir du moment où on fait l'effort, bien sûr. Et cette question de la concentration de l'immigration est problématique, de l'homogénéisation aussi sociale, ethnique, comme je l'ai évoqué. Alors, Sarcelles, c'est un territoire perdu de la République, on peut le dire comme ça, ou c'est excessif, à votre avis, encore d'en parler comme ça? Alors, vous savez, moi, je pense toujours aussi aux personnes qui y habitent et qui veulent s'en sortir. Et alors je me dis, pourquoi est-ce qu'on devrait les mêler à ceux qui foutent le bordel, si je puis dire? Vous avez toujours une partie de la population dans ces quartiers-là qui a envie de s'en sortir et qui peut-être n'a pas envie d'être, même si j'aime pas beaucoup ce terme, stigmatisé. Alors c'est un territoire manifestement où il y a une concentration de problématiques à tous les niveaux, mais il y a aussi des gens qui veulent s'en sortir et qu'il faut protéger. Alors est-ce que c'est un territoire perdu de la République? Oui, surtout selon les termes de Georges Bensoussan, l'historien qui a développé ce terme assez bien et qui explique que l'État a reculé sur ces territoires. Or, c'est tout à fait le cas. L'État a reculé. Maintenant, il y a toujours des solutions et surtout, il faut aussi essayer de porter la voix de ceux qui veulent s'en sortir et qui méritent d'être protégés aussi.
Alors vous dites dans ces villes, la gauche, dans cette ville aussi donc, la gauche a commencé à systématiquement fermer les yeux sur les sujets de sécurité, de laïcité, de patrimoine et d'identité pour se concentrer uniquement sur les sujets sociétaux. Oui, bien sûr. Alors, vous savez, c'est la fameuse note de Terra Nova et qui explique très bien qu'aujourd'hui, eh bien, par pur clientélisme, la gauche va abandonner la question sociale pour la question ethnique et culturelle. Donc, par pur cynisme politique, vous avez effectivement du clientélisme qui se développe, qui progresse. Et par exemple, dans la ville de Sarcelles, même si encore une fois, cette ville, je l'ai analysée, mais à travers la ville de Sarcelles, c'est aussi beaucoup d'autres villes avec les mêmes problématiques qui se jouent. Et dans la ville de Sarcelles, eh bien, vous avez un conseil municipal, évidemment, qui distribue des énormes montants aux associations dites culturelles, mais qui sont en fait cultuelles, et donc qui financent, très concrètement eh bien, ce renforcement identitaire, culturel, ethnique, au détriment de cette intégration qui me semble important et qu'il faut défendre aujourd'hui. Donc il y a un véritable problème au niveau politique, effectivement, qui est eh bien, la désertion politique sur cette question sociale au profit donc d'une question beaucoup plus identitaire et par pur intérêt. Alors on va rejoindre André Gérin, qui est un ancien membre du Parti communiste français, mais qui a été surtout pendant plusieurs décennies maire de Vénissieux, qui doit connaître parfaitement ces sujets. Mais avant de rejoindre André Gérin, Michel, je voulais peut-être prendre une réaction de votre part au témoignage et au travail de Noémie. Et moi, je suis un vieux monsieur comblé de voir une jeune génération brillante, intelligente, lucide, pas encombrée par l'idéologie, mais qui voit le réel tel qu'il est, qui n'est pas dans le ressentiment, qui n'est pas dans le militantisme politique, du genre la ligne du parti a décidé que, donc il faut qu'on pense que, etc. Et d'un seul coup, on dit, ben non, il y a le réel, on le voit, c'est ainsi. On n'est pas raciste quand on dit qu'il y a juste un problème de ce type-là. Moi, je pense que je répondrai peut-être plus clairement que vous, parce que vous l'avez bien dit, hein, vous avez dit effectivement c'est un peu à bas bruit que quelque chose a lieu. Moi je dis c'est clairement évident. C'est clairement évident, les territoires perdus de la République sont vraiment perdus pour la République. Et je pense que quand on dit on va vers la guerre, quand je dis qu'on est dans la guerre civile, on dit vous exagérez, etc. Mais quand il y a des lieux dans lesquels la police ne veut plus faire son travail, mais les pompiers non plus, mais les médecins non plus, les enseignants, les professeurs, dans lesquels vous avez des gens qui sont obligés de fermer des boutiques, les juifs sont partis. C'est terrible comme information. Les Juifs ont quitté la France, ce quartier de la France. C'est terrible qu'on n'ait pas pu dire non, ils sont là et ils font partie du génie judéo-chrétien de notre civilisation, donc ils sont prioritaires. Et puis les autres, vous allez vous faire à l'idée que c'est ainsi, quoi. Il y a un style français et les Juifs sont plus que les bienvenus. Ils en font partie. C'est notre racine. La chrétienté procède du judaïsme, mais on a laissé faire, on a laissé dire, et aujourd'hui on cherche de l'antisémitisme partout, sauf là où il y en a. C'est-à-dire qu'on dit Marine Le Pen est antisémite. D'accord. Où est-ce que Marine Le Pen a tenu des propos antisémites ? Quelle phrase a été dite dans quel endroit, dans quelles circonstances, dans quelle occasion, etc. Marine Le Pen est-elle antisioniste ? Bon, même chose avec Éric Zemmour. Et on dit, oh là là, l'extrême droite, mais l'antisionisme, il est où aujourd'hui ? Du côté de l'islamo-gauchisme, de l'extrême gauche, d'une gauche extrême, du côté de la NUPES. Ça ne pose aucun problème que la NUPES puisse aujourd'hui se faire des défenseurs de la cause palestinienne en estimant que rayer Israël de la carte, c'est un beau projet politique. On se dit, mais enfin, on marche sur la tête. Donc quand je vois une jeune génération emballée par cette aventure qu'est la France, en disant non, ça doit pouvoir continuer et on doit pouvoir se battre pour ce qu'a été la France, c'est-à-dire effectivement une terre d'accueil dans laquelle on s'est enrichi de gens qui avaient vraiment des choses à nous apprendre, mais pas de gens qui ont des choses à nous prendre. C'est soit ils ont des choses à nous apprendre ou des choses à nous prendre, c'est pas exactement la même chose. Et donc moi ma première réaction c'est une réaction de bonheur. Ah, très bien. Alors, on parlait de la NUPES à l'instant. Eh bien, justement, voilà quelqu'un qui a claqué la porte de la NUPES et qu'on est ravi d'accueillir aujourd'hui, André Gérin. Donc, vous avez été maire de Vénissieux pendant, je crois, 24 ans. Hein, donc, vous connaissez bien les quartiers aussi dont nous a parlé Noémie. Je voulais vous juste dire que vous ne vouliez pas suivre, et c'est pour ça, c'est une formule que je trouvais intéressante et que vous avez donnée en interview à notre rédacteur en chef, Jean-Baptiste Roch. Vous avez dit, André, que vous ne vouliez pas suivre le timonier Mélenchon qui flirte trop avec la décroissance et le gauchisme. En fait, vous vous opposez à la ligne du parti depuis un peu plus longtemps, depuis Robert Hue, mais vous avez clairement claqué la porte récemment du Parti communiste parce que vous ne vous
reconnaissait pas dans les propos de la France insoumise et dans cette alliance de circonstances que l'on appelle la NUPES. Si vous voulez, je ne me reconnais pas surtout à ce qui a été, ce qui a pu être, avec tous ses défauts, le Parti communiste dans l'histoire de la France. Et pour moi, ne pas retrouver les valeurs universelles comme le fait Mélenchon, et puis tout le reste, pour moi, c'est en contradiction totale avec l'idée que je me fais des valeurs de la République, de l'intérêt général, du bien commun aujourd'hui. Et je pense que le fait que le Parti communiste fait partie de la NUPES, d'abord, je n'ai pas claqué la porte à la NUPES, je ne suis pas rentré dans la maison NUPES. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est pour le PC, avec ce qui se passe à l'intérieur du PC, avec l'héritage de Marie-Georges Buffet, de Robert Rue et de Pierre Laurent, je ne voudrais pas que la question aujourd'hui, on revienne en arrière sur l'idée qu'il faut absolument que dans cette France, on remette une gauche authentique, une gauche qui reprend ses racines dans les classes populaires, et surtout une gauche qui sort du déni sur la sécurité, du déni sur la question de l'immigration, du déni vis-à-vis de l'islamisme, de la gangrène qui existe dans certains territoires de notre pays. Absolument. Alors justement, parmi les dénis, il y a le déni d'existence de l'islam politique et des dangers qu'il porte. Et vous faites taxer d'islamophobe parce que vous, tout simplement, vous condamnez la complaisance avec l'islam politique. Non seulement la question de l'islam politique, aujourd'hui, on est complètement dans le déni. Et je fais un parallèle souvent. Ce déni, il est d'une certaine manière ce qu'on a vécu avec le déni du stalinisme, du génocide stalinien ou des génocides maoïstes. Et je pense que de ce point de vue, on est vraiment à côté de nos pompes, dans la mesure où quand j'ai fait l'initiative sur le voile intégral contre la burqa, je peux vous dire que la plupart des musulmans, des Français musulmans de la commune de Vénissieux, ils partageaient complètement la démarche que j'avais. Et que de ce point de vue, je pense qu'on devrait permettre aux musulmans eux-mêmes, aux Français de confession musulmane eux-mêmes, d'être partie prenante des actions qu'on peut mener de ce côté-là. Absolument. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que vous dites aussi, Noémie, c'est qu'il y a une génération immigrée qui est totalement intégrée, assimilée, et dont il ne faut pas du tout désespérer. Au contraire, ils nous ont montré qu'ils sont capables d'aimer la France. Et ces gens-là, finalement, eh bien, on les laisse se débrouiller avec ces nouvelles générations d'immigrés qui sont arrivés et qui, eux, n'ont pas la France au cœur. Oui, on les abandonne. Et d'ailleurs, je pense que la vraie question, c'est justement d'essayer de prendre avec nous justement tous ces musulmans qui ne veulent pas de l'islamisation, qui ne veulent pas qu'on les oblige à porter la burqa ou de ne pas pouvoir boire de l'alcool, par exemple. Mais peut-être, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le monsieur. C'est très intéressant sur ça. Évidemment, Michel, je sais que ça vous tient aussi à cœur, la façon dont la gauche a abandonné les classes populaires. Parce que c'est ça aussi la vraie question. Et alors, c'est un autre sujet, mais quand même, quand Jean-Luc Mélenchon explique que la police tue, il nie le besoin de sécurité des classes populaires, qui ont le plus besoin d'être protégées, qui ont besoin aussi de pouvoir vivre tranquillement, de pouvoir prendre le métro, de pouvoir sortir. Et donc, cette sorte de monstre de gauche, qui se revendique de gauche, eh bien, abandonne totalement les classes populaires sur ces questions de sécurité notamment. Alors, vous aussi, André, ça a dû vous faire réagir, ce fameux hashtag « La police tue » lancé par Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça insupportable. C'est d'autant plus insupportable que Mélenchon, il est resté dans une vision du siècle dernier, d'une certaine manière. Je dirais presque, il est encore dans la conception que la violence fait partie de l'enjeu politique. Or, aujourd'hui, la question de la violence, elle fait partie de l'histoire de ce qui s'est passé depuis 200 ans. Mais aujourd'hui, la question du combat politique à la loyale et le fait que la sécurité est devenue un élément fondamental dans le bien-être, dans l'art de vivre au quotidien de chaque citoyen. Et je pense que sur ce terrain, Mélenchon, il veut donner des gages d'une certaine manière
aux islamistes, et il veut donner des gages, d'une certaine manière, à ceux qui, grosso modo, on n'a rien à foutre de la République. Et alors moi, je voudrais revenir quand même tout à l'heure sur ce qui a été dit, parce que à Vénissieux, j'ai eu 2 gamins en 2002 qu'on a retrouvés à Guantanamo. 2 gamins à qui on a bourré la tête. Et pour moi, ce qui est très important, c'est pas seulement que les jeunes dans les quartiers, on les a abandonnés, c'est qu'il y a des gens, et dans ce sens-là, les territoires perdus de la République veulent dire aussi qu'il y a des gens autour de la drogue, autour des islamistes, qui eux-mêmes endoctrinent, empoisonnent, pourrissent la tête de nos gamins. Et je pense que c'est aussi ce combat qui me paraît très important. On doit dire net et clair qu'on mène un combat politique frontal contre la politique, la politisation de l'islamisme avec l'islamisme, et que cette politique frontale, on veut l'amener avec la majorité des Français de culte musulman qui veulent vivre en adéquation avec les valeurs et les idéaux de la République. Alors précisément, pourquoi à votre avis il y a un refus de regarder en face le réel de la France insoumise? Est-ce que c'est juste, comme le disait Noémie, une question d'électoralisme aussi triviale? C'est que ça, le problème de la NUPES aujourd'hui face à l'islam politique? Je me demande si finalement, d'une certaine manière, ils sont, comment je vais vous dire, ils sont encore dans les nuages, style Venezuela, style je sais pas quoi. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait faire un inventaire de ce qui s'est passé au XXe siècle, et que cet inventaire, il est vrai pour toute la gauche, il est vrai pour le Parti communiste. Et si je prends les années 70, on est d'une certaine manière, on s'est mis à d'une sorte de techniciser la vie politique. On s'est coupé complètement de la réalité du monde populaire. D'ailleurs, on le voit bien dans les catégories que représentent aujourd'hui les responsables politiques dans ce pays. Je pourrais vous parler aussi de la plupart des responsables politiques qui ne connaissent rien du tout aux réalités du monde du travail, aux réalités de l'entreprise. Moi, je pense que ce que j'appelle, aujourd'hui, j'appelle un bing-bang de la gauche, un bing-bang de toute la gauche, justement, et je dirais même d'une gauche qui doit être capable de parler avec la droite républicaine, qui doit être capable de se dire, il y a des millions de gens qui votent plus, il y a des millions de gens qui votent Front National, eh bien, balayons devant notre porte pour aller à la reconquête des classes populaires, pour aller à la reconquête républicaine de tout ce peuple qui aujourd'hui, eh bien, il se sert du Front National comme du marque de dissuasion nucléaire, et peut-être au lieu de les montrer du doigt, on ferait mieux de se dire, mais quelle est notre part de responsabilité dans cette réalité? On voit bien ce qui se passe en Italie, on voit bien ce qui s'est passé avec Trump. Il faut que la gauche, et pour moi le parti des communistes en particulier, ils doivent balayer devant notre porte sur notre responsabilité sur la réalité d'aujourd'hui. Je pense que Michel, ça vous va au cœur, ça. Quel bonheur! Deuxième occasion de bonheur. Je trouve que on avait parlé. Je disais que quand j'entendais André Gérin parler, je disais ce serait bien de voir un peu où André Gérin en est par rapport à nous, parce qu'effectivement, on passe tellement souvent pour des islamophobes, fascistes, vichistes, etc. Enfin bon, voilà. Et quand effectivement on a su que André serait en notre compagnie, j'étais vraiment très heureux. Et là, je suis tellement heureux une seconde fois pour une autre raison. Je veux dire, la première raison, c'est qu'effectivement une jeune génération est là, lucide et combattante. Et puis là, que le Parti communiste, sur lequel j'ai beaucoup tapé, parce que j'ai beaucoup tapé sur l'appareil. Je pense que l'appareil qui a décidé du pacte germano-soviétique, etc., c'est une chose. Mais je n'ai jamais tapé sur les militants. Je n'ai jamais tapé sur les gens qui vendaient l'UMA, sur les gens qui collaient les affiches, sur les gens qui allaient à la fête de l'UMA, sur les gens qui étaient cégétistes, parce que j'ai perdu une première compagne dont le père était sympathisant communiste, cégétiste chez les cheminots, et je lisais régulièrement l'UMA dimanche chez lui, et c'est lui qui m'a expliqué le pacte germano-soviétique. C'était un homme de gauche. Et quand j'entends aujourd'hui, je voudrais pas embêter André avec ça, c'est pas le sujet, mais je veux dire que quand on voit que la feuille de route du Parti communiste, ça pourrait être la feuille de route de Mélenchon, qui est la feuille de route du MEDEF, qui est la feuille de route de Terra Nova, il y a un moment donné où on se dit il y a un truc qui va pas.
si on commence à défendre les mêmes idées que le patronat quand on se dit communiste ou quand on se dit mélenchonien, on se dit mais comment pouvez-vous imaginer que MEDEF et vous-même puissiez voter la même chose, appeler à voter la même chose? Alors après, évidemment, quand on dit on appelle à voter contre le fascisme, donc pour Macron, ou on appelle à voter Macron parce que c'est pour Macron, on peut imaginer qu'il y a des différences. Mais en fait, finalement, tous ces gens-là défendent le même monde. Et qu'un parti communiste comme celui d'André, comme celui de Fabien Roussel, on se dit, mais quand on l'entend dire des choses sur le travail, sur la classe ouvrière, quand il est un peu, il est capable d'être un peu ironique, comme il faut l'être parfois à la télévision, quand il parle de la côte de bœuf ou du sexe de la viande, ou quand il nous parle de toutes ces questions, on se dit, ah, formidable, si le PC pouvait retrouver ce qui faisait la ferveur militante dans les années que j'ai pu connaître, moi, en 70, en 80, c'est-à-dire non pas des appareils de parti qui veulent durer, parce que la question du pourquoi défendez-vous ce genre de choses, c'est parce qu'on veut vivre du parti, parce qu'on veut vivre du business du parti. Mais et le peuple? Et vous faites quoi du peuple? De la souffrance populaire. J'étais sur un plateau de télévision il y a quelques temps avec Yann Moix qui m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante. C'était la casuistique. Il dit, mais imaginons qu'il n'y ait pas d'islam. Qu'est-ce qui se passerait? Il me dit, Michel, c'est quoi votre réponse, etc. Il se fait que sur le plateau, on m'a pas donné la parole à ce moment-là et qu'on est passé à autre chose. Alors que je trouvais que cette question était très intéressante. S'il n'y avait pas cet islam-là, le PC sera à 35%. Enfin, pas le PC d'André, je dirais. Pas le PC de la NUPES. Parce qu'effectivement, le PC avait pris en charge la souffrance de la classe ouvrière. Et c'était la beauté de ce combat. On n'avait pas besoin de Lénine pour ça. On n'avait pas besoin de l'Union soviétique. On n'avait pas besoin de Staline. On n'avait pas besoin de défendre les pays de l'Est. C'était pas utile. On pouvait être communistes sans ça. Les communistes, les eurocommunistes à la Berlinguer, on avait fait la démonstration à une époque. Le tournant n'a pas été pris. Moi, j'ai voté Juquin quand Juquin s'est présenté au présidentiel. Et je voterai pour un Juquin qui serait, ou pour André s'il se présentait, parce que, ou si Fabien Roussel était capable de faire franchement cette rupture en disant, bon, allez, on arrête, quoi. La tradition du PC, c'est la classe ouvrière, c'est le travail, déstalinisons même encore aujourd'hui. Je veux dire, quand on voit que le directeur de campagne de Fabien Roussel, c'est l'un des jeunes Pierre. Non, Si j'oublie son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom, mais André nous le dira. Brossat. Pardon. Brossat. Yann Brossat. Yann Brossat. C'est Yann Parce Brossat. que Yann Brossat est quand même très emblématique du virage LGBT+, etc., gauche NUPES, et on dit il y a un truc qui va pas. Exactement. Et il y a une schizophrénie. Donc, ou c'est Fabien Roussel qui est le patron, et à ce moment-là, Yann Brossat n'est pas là, ou c'est Yann Brossat, et à ce moment-là, il sert à quoi, Fabien Roussel? J'ose espérer que c'est pas une stratégie de reconquête médiatique pour une espèce de marquage, en disant un marquage électoral, parce qu'en fait, si vraiment Yann Brossat n'était pas là, parce que bon, j'ai entendu dire que le pacte germano-soviétique n'avait jamais ça n'existe pas, etc., on se dit mais non, on s'honorerait de dire oui, on a été dans des moments de notre histoire qui n'ont pas été terribles, mais le Parti socialiste a défendu quand même l'Algérie française, il a défendu la décapitation des membres du FLN, c'est-à-dire que ça va bien, tout le monde a des choses à se reprocher. Donc en disant c'est du passé, c'est un autre parti communiste, gardons le mot communiste, gardons éventuellement ou ramenons la fossile et le marteau. Moi j'ai rien contre ça, c'est la classe ouvrière, c'est les paysans avec la fossile, ce sont les ouvriers des usines avec le marteau, mais pour le coup il faut revenir sur ce qui a été dit. Enfin, je veux dire que quand Noémie dit ce qu'elle dit, il faut intégrer ça. L'antisionisme aujourd'hui, l'antisémitisme sous prétexte qu'il serait musulman, l'idée qu'on pourrait finalement estimer que les femmes sont inférieures parce que ce serait à partir de l'islam et que l'islam est la religion des classes opprimées. Et je dis, mais c'est pas normal que la gauche défende ça. Alors, à quoi on pourrait ajouter que c'est pas normal que la gauche défende l'achat des enfants, la gestation pour autrui, la location des utérus, la marchandisation des ovocytes. On se dit, mais le PC prendrait la tête là-dessus en disant non, la NUPES est l'occasion de dire nous retrouvons nos fondamentaux, défendons les plus simples, les plus modestes, les plus oubliés, y compris les immigrés, y compris les homosexuels. Mais les minoritaires ne doivent pas devenir majoritaires. Les minoritaires ne doivent pas être célébrés au détriment de la majorité de la classe ouvrière ou de ces fameux sans-dents. Absolument. Alors justement, je profite encore de la présence d'André pour lui poser cette question. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie électorale, simplement, les sorties de Fabien Roussel, vous qui connaissez un peu le Parti communiste de l'intérieur, en tout cas mieux que moi, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur la sincérité de FabienRoussel quand il prend la parole? Je ne suis pas rassuré parce que je n'aurais pas démissionné. Ah, malheureusement. Justement, j'ai démissionné tout en gardant des relations d'amitié avec lui, parce que je le connais depuis 25 ans, avec André Chassaigne. Mais je ne suis pas rassuré parce que je pense que la bascule qui s'est faite pour la NUPES, il s'est fait sur le poids de Marie-Georges Buffet
et de Pierre Laurent, et que la majorité du Conseil national actuel, grosso modo, était pour la troisième candidature de Mélenchon au présidentiel. D'accord. En tout cas, Donc merci. il y a un bras de fer, et je ne suis pas sûr encore aujourd'hui qu'on est capable de gagner le bras de fer. Entendu, on suivra ça évidemment. André Gérin, je voudrais donc rappeler que vous avez donné une longue interview que je vous engage à lire à Jean-Baptiste Roch, qui est très intéressante. Et vous expliquez d'ailleurs, c'est un peu hors sujet, mais je ne résiste pas au plaisir de vous livrer ce petit moment de l'interview où vous attaquez la NUPES et les décroissants écolos et vous dites, vous les taxez de pétainistes industriels, ça vaut son pesant d'or. C'est très argumenté. Je laisse les lecteurs le découvrir. Je vous remercie d'avoir été avec nous, André. Merci aussi, Noémie. On va poursuivre dans un instant avec de nouveaux invités. Moi, je voudrais vous remercier, Michel, que j'apprécie depuis pas mal d'années. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Ah mais moi je le souhaite. Et si on doit faire des choses concrètement, et vous savez qu'on en a le désir, j'aimerais tellement que vous soyez des nôtres. Voilà. En tous les cas, je suis en disponibilité sur plein de sujets. Merci beaucoup, vraiment. Merci d'avoir été avec nous et rendez-vous donc est pris avec Michel d'ores et déjà. Alors, et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, merci de vos encouragements. On va se retrouver donc dans un instant et on va parler des déserts médicaux en France, de cette France oubliée qui est aussi la France de la santé, malheureusement. Merci Noémie. On regarde à nouveau la bande-annonce de ce numéro, Front Populaire numéro 10, sur la rage descendant, le temps de changer notre plateau. Hervé Grandchamp nous a rejoint. Bonjour. Pendant cette bande-annonce. Bonjour Hervé, vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé pour RT, vous avez été vidéaste, vous travaillez de temps en temps pour aussi un média réseau social que j'aime bien qui s'appelle Néo. Et puis il se trouve que vous avez fait une longue enquête sur les déserts médicaux pour ce numéro, qui est page 128 de ce numéro, dans le Val-de-Garonne. Alors, je ne savais pas exactement ce que c'était que le Val-de-Garonne. C'est le Tarn, le Gers, c'est un petit bout du Lot. Un peu la Toscane française, comme on dit dans les dépliants touristiques. Et votre enquête est passionnante parce que la France des oubliés, c'est celle des déserts médicaux. C'est une France rurale qui est en souffrance. C'est une souffrance qui est d'ailleurs très partagée parce que c'est à la fois la souffrance des professionnels, de ces médecins qui n'y arrivent plus à fournir des gens qui viennent de dizaines de kilomètres, de centaines de kilomètres, qui font des heures d'attente pour les rencontrer. Et puis des Français qui sont obligés de prendre la voiture, de partir très loin de chez eux pour se faire soigner. Oui. Une phrase qui est revenue plusieurs fois dans le cours de cette enquête, c'est « cet été, ne tombez pas malade ». Comme un avertissement extrêmement grave, c'est en mode « si vous tombez malade, j'aurai peut-être pas les moyens de vous soigner ». Quand vous entendez ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Et puis, on rentre un peu en profondeur, on va dans les cabinets médicaux, et là, on voit 2 heures d'attente avec des personnes qui sont âgées, avec des personnes qui ont des jeunes enfants qui sont en train d'attendre des heures et des heures pour parfois juste une petite ordonnance qui permet de renouveler et d'avoir de nouveau des médicaments, les médicaments qu'il faut. Et c'est vraiment inquiétant parce que vous imaginez, vous avez 38, 39 de fièvre, vous faites 30 km en voiture, et là, vous attendez 2 heures dans une salle d'attente, et le médecin derrière, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Moi, je me souviens quand j'y suis allé, eh bien, j'ai attendu, j'avais un rendez-vous, j'ai attendu 3 heures dans la salle d'attente, et la personne avant moi était pas bien et est partie aux urgences. Voilà, et ils se font manger par les urgences. Pourtant, ce médecin que j'ai rencontré, il m'affirmait que il se gardait des temps pour pouvoir gérer les urgences. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. À ce niveau-là,
Ils se gardent du temps et pourtant, on a des temps d'attente qui sont absolument monstrueux. Au-delà de ça, je dirais qu'autre forme énorme d'inquiétude, c'est la fermeture des urgences. La fermeture des urgences, alors c'est pas une fermeture totale, hein, on restreint l'entrée. Mais ça, c'est aussi extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on ferme les services d'urgence la nuit, par exemple. Non, l'accueil n'est plus inconditionnel, tout simplement. Jusqu'à maintenant, dans la plupart des urgences, vous vous pointez, on est pris en charge, tout simplement. Désormais, soit il faut passer par la médecine de ville, soit on est pris, mais il faut sonner, il y a un médecin, quelqu'un qui va vous prendre en charge, qui va voir si c'est nécessaire de vous prendre dans le service des urgences. Si c'est pas nécessaire, on renvoie vers la médecine de ville. L'aspect qui me paraît extrêmement important, c'est le fait que l'accueil n'est plus inconditionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui hésite à aller aux urgences, eh bien, il va se dire, je vais peut-être avoir une porte qui va être fermée, ne va peut-être pas aller aux urgences. Et vous savez, dans ce pays, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est quand on a pas mal, c'est qu'on est mort. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens, notamment quand on passe dans la tranche adulte, etc., qui ont pris l'habitude d'avoir mal au quotidien. Moi, je me souviens, quand j'ai interviewé ce docteur, il me disait, là, je suis en train de m'occuper d'une femme, ça faisait 2-3 ans qu'elle avait un cancer du sein, elle avait pris l'habitude d'avoir mal, elle est désormais en phase terminale. Oui, on voit que c'est évidemment pas reluisant, et ça concerne quand même 8 millions de Français qui sont privés d'accès aux soins car ils vivent dans un désert médical. 8 millions de Français. 70% des Français déclarent avoir déjà renoncé à des soins par impossibilité d'accéder à un médecin. On va parler tout à l'heure de Coco des urgences, qui elle est à l'hôpital Saint-Louis et dont on a dressé le portrait dans ce numéro de Front Populaire. Et on va voir que la situation dans les hôpitaux parisiens, elle n'est pas terrible non plus. Hein. Donc on a vraiment un système de santé qui est en train de s'effondrer. Il s'écroule totalement. Et moi, le reportage que j'ai fait, c'est un désert médical ordinaire. C'est-à-dire que c'est pas le pire. C'est pas le pire de France. Il y a probablement des endroits où c'est bien pire, où ils font encore plus de routes. C'est juste ordinaire. Et c'est ce que vivent en fait les Français dans leur quotidien. Alors Michel, vous êtes arrivé par le passé, je m'en souviens, j'étais à vos côtés à ce moment-là, vous aviez eu un AVC, vous avez vu ce que c'était aussi que la médecine à deux vitesses, quoi. C'est-à-dire, si on connaît soi-même un médecin, et donc en gros on a le réseau, on pourra peut-être accéder à ce médecin, mais qu'autrement, si on fait un AVC, c'est pas reluisant, quoi. Oui, et votre portrait est juste, c'est le portrait de la France, et ça c'est le numerus clausus des socialistes et des maastrichtiens, qui au départ ont dit on va réduire le nombre de médecins, comme ça on va réduire le nombre de malades. C'est quand même un truc terrible. Et quand il y aura moins de médecins, il y aura moins de malades. Ben non, la maladie, elle est incompressible, et s'il y a moins de médecins, évidemment, il y aura des malades qui ne pourront pas se faire soigner. De sorte que moi je comprends les urgences, c'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui, moi je suis sujet à des trucs avec les yeux, là qu'on appelle des chalazions, c'est un truc que vous avez tout de suite. Vous dites j'ai un problème et il faudrait que je voie un ophtalmo. On vous dit oui, pas de problème, dans 5 mois. Vous dites, mais je vais pas attendre dans 5 mois, quoi. Il va se passer quoi avec ça? Vous faites quoi? Vous allez aux urgences. Vous allez aux urgences, tout le monde y va. Parce que chacun a un problème, je sais pas quoi, de dermatologie, et les gens aux urgences, ils disent, mais on peut plus gérer tout ça. Et il y a la bobologie qui arrive, en même temps que les traumatismes lourds. Et là, on dit, on va demander à des gens dont ça n'est pas le métier, de savoir si celui-ci on le prend, celui-ci on ne le prend pas. Et on fait des tris, en disant, celui-ci mérite les urgences, celui-là ne le mérite pas. Donc, on est dans une logique libérale. Tant qu'on ne sortira pas de cette logique libérale, on aura ça. Alors après, on a la mode des cabines qui permettent de faire de la télémédecine dans les campagnes. Oui. Donc vous avez une espèce de cabine téléphonique dans laquelle vous rentrez la nuit parce que vous avez des petites palpitations, vous savez pas trop ce que c'est, vous commencez à avoir des trucs, vous êtes en train de faire un AVC, et alors vous téléphonez, vous avez intérêt à voir le réseau, et puis vous avez quelqu'un qui décroche, qui vous dit, voilà, vous allez prendre votre tension, puis vous allez prendre votre température, comment vous sentez-vous, puis il va faire un diagnostic à partir des images qui lui sont données, des images qui partiront de l'équivalent d'une cabine téléphonique dans une zone rurale qui est pas toujours terrible, quoi. Et on va faire de telle sorte qu'un médecin, dans une nuit comme ça, va gérer via des écrans une quinzaine de cas, parce que finalement, il va lui arriver ceci, cela, etc. Il passera évidemment à côté des AVC, il passera à côté des infarctus, il passera à côté des vrais problèmes qui exigeraient des urgences. C'est Maastricht en matière de santé, c'est très précisément ce qu'on a semé et qu'on récolte.
c'est-à-dire la droite maastrichtienne, la gauche maastrichtienne, ont rendu possible l'état des lieux. Et puis là, on nous dit, on va soigner ça avec des problèmes de télécabine, de médecine de télécabine. Le vrai problème de la santé, c'est ce qui fait que si on a, nous, des problèmes, on dit, on appelle un copain qui appelle un copain, et puis le rendez-vous chez l'ophtalmo, là, sur le surlendemain. Voilà. Mais c'est pas normal que dans la France républicaine, il y ait une France à deux vitesses qui fait que ceux qui ont tout, dont je fais partie d'une certaine manière, ont aussi les copains à la médecine et les coupe-fils. On a le coupe-fil. Il y a ma mère qui est pas très bien, elle est tombée dans l'escalier, s'est cassé un truc, tu pourras pas me faire une radio. Oui, d'accord, on obtient ça. C'est pas normal. Tous les Français devraient obtenir ça. Absolument. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans votre enquête, c'est que vous dites qu'il y a des ambiguïtés quand même sur les incitations à l'installation. Ça produit pas toujours les bons effets. Non, c'est extrêmement étonnant. Alors déjà, premier point, c'est que ça ne marche pas toujours. Il y a des incitations fiscales qui sont assez avantageuses à l'installation. Grossièrement, je vais caricaturer un petit peu, mais il y a des exonérations en fait, fiscales, plus une cagnotte en gros quand le médecin s'installe. Premier point, déjà, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'exemple, par exemple, de Moissac sur lequel j'ai travaillé, eh bien, est dans une zone qui pourrait bénéficier de ces aides fiscales, etc. Pourtant, il n'arrive pas, malgré des chasseurs de tête, etc., à recruter des médecins, c'est insuffisant. Deuxième point, c'est fréquemment quand il y a des zones qui bénéficient de ces aides fiscales et juste à côté une zone qui ne bénéficie pas de ces aides fiscales, on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que j'ai vu dans la ville de Mas-d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne, eh bien, le maire se plaignait d'avoir perdu 2 médecins en moins de 6 mois. Donc le premier qui est parti à la retraite et le deuxième qui a vu qu'à 10 km de là, eh bien, il pouvait bénéficier de ces aides fiscales. Il a pris son cabinet, il a déménagé, il est parti avec toute sa clientèle et est parti à 10 km pour bénéficier de ces aides fiscales qui durent pendant 5 ans. C'est extrêmement avantageux. Donc, eh bien, Mas-d'Agenais, plus de médecins, plus rien. Ça crée de la concurrence entre territoires, ce qui est quand même complètement dingue. C'est complètement dingue, oui. Alors, vous racontez qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir qui existe du côté des maisons de santé pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, de manière assez simple, c'est l'idée de réunir les moyens de santé, les ressources humaines, dans un seul et même lieu. Aujourd'hui, les médecins ne veulent plus travailler seuls. Ils veulent plus travailler seuls parce que, ce que j'ai cru en comprendre, c'est que déjà prendre une décision tout le temps tout seul, c'est extrêmement compliqué. Et travailler tout seul, c'est devenu compliqué. Et donc, les maisons de santé permettent de réunir les ressources humaines, mais aussi les ressources techniques. Des appareillages, voilà, des exactement. radios, des IRM, des choses. Et les ressources humaines ne sont pas à négliger, en fait, dans ce cadre-là. Moi, j'ai cru comprendre, en tout cas, que c'était vraiment très important. Ça a plusieurs atouts, c'est que grossièrement, par exemple, on va avoir un secrétaire médical qui va pouvoir gérer tous les rendez-vous, etc. Les professionnels de santé vont pouvoir échanger sur les diagnostics qu'ils font, mais aussi, autre avantage, c'est-à-dire que pour la patientèle, eh bien, elle se retrouve absolument tout le temps au même endroit. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir 10 intermédiaires, eh bien, on en a un seul. Je vais prendre l'exemple de cette mère de famille, Clarisse, qui a un enfant qui est autiste. Elle a 5 enfants. Et avec 5 enfants, et cet aîné qui est autiste, elle a 6 rendez-vous médicaux par semaine, ce qui est juste absolument gigantesque. Et donc, la conséquence, c'est qu'à chaque fois, elle va au même endroit. Son enfant qui est autiste, c'est toujours le même endroit, qui n'est pas perturbé par le même endroit. Elle me dit, mais c'est un confort absolu. Je n'ai pas à courir dans 4, 5, 6 lieux différents. Par contre, il y a toujours un revers à cette médaille. C'est-à-dire que ça marche, ces maisons de santé semblent bien marcher, mais par contre, ça a tendance, encore une fois, à prendre les ressources humaines des autres cabinets médicaux. D'accord. Alors, vous insistez aussi sur un autre point, c'est qu'il y a aussi des associations qui se créent, comme à Lectoure, dans le Gers, pour améliorer le dialogue avec le monde médical. Et là, en fait, on s'aperçoit, c'est un peu l'éloge du peuple providentiel que l'on fait dans Front Populaire, c'est que finalement, quand l'État se désengage, quand l'État ne finit plus par être là, ce sont des citoyens qui s'organisent, qui montent des associations. C'est le système D, quoi. C'est ça, exactement. Comme disaient certains acteurs de terrain, ils disaient on a le sentiment d'être la dernière roue du carrosse par rapport à l'État. Donc si l'État est défaillant, il faut trouver une solution, par soi-même. C'est ainsi ce pharmacien à Lectoure qui a essayé de créer une association où les professionnels de santé peuvent communiquer ensemble et surtout,
Il dit, eh ben, je vais faire en sorte que si un médecin arrive, et je vais lui donner les moyens de s'installer, je vais l'aider à s'installer sur place. Ainsi, il me racontait que, il dit, moi, ça fait longtemps que je suis installé, j'ai les contacts avec tous les agents immobiliers, le médecin, s'il arrive et qu'il décide de s'installer, grossièrement, il va avoir 1 mois pour s'installer, une chose comme ça. Il dit, il a 1 mois pour trouver une école, il a 1 mois pour trouver une maison, il a 1 mois pour trouver et faire toutes les démarches. Et ben moi, je vais arriver, je vais essayer de l'aider. Je vais le mettre en contact avec tous les acteurs de terrain qui sont nécessaires à une installation, on va dire, sereine, entre guillemets. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Michel? 2 choses, c'est-à-dire la première, moi je suis plutôt tenté par les expériences girondines, par l'idée qu'on ne doit pas attendre tout de l'État et que finalement on puisse se dire ce que vous racontez est formidable. Tout le monde s'organise en disant on parle à l'agent immobilier, l'instituteur est en relation, on peut trouver la maison, mais en même temps on va faire venir un dentiste qui va s'occuper des grands-mères avec, etc., etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Mais ça veut aussi dire que c'est le désinvestissement de l'État avec ce qu'il y avait de meilleur, c'est-à-dire la santé publique, l'intérêt général, le bien public, etc. Quand on aura les bonnes couvertures, les bonnes assurances, ce sera très bien. Mais quand on les aura pas, c'est ça la deuxième chose. C'est-à-dire que quand on privatise totalement la médecine, parce que les maisons de santé, ce sont la plupart du temps des médecins qui prennent l'initiative de ça. Non, c'est plutôt les communes. Les communes. C'est les communes qui décident, qui investissent massivement dans ces maisons de santé et Elles les créent ex nihilo. Avec ex nihilo, oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, oui, ex nihilo, c'est-à-dire que là, par exemple, je retourne encore une fois sur Moissat, qui essaye de créer une maison de santé, et donc ils demandent des subventions au département, ils investissent massivement dans ces maisons de santé, c'est pas les médecins qui les créent. C'est le conseil municipal. Le conseil municipal, le conseil municipal avec le département et des aides du département et probablement de la région. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, sauf qu'il y a des moments où vous avez un type qui a beaucoup d'argent et qui dit, mais après tout, la santé, c'est formidable, on aura toujours des vieux de plus en plus vieux, de plus en plus malades, donc c'est comme avec les pompes funèbres, on peut investir, ça fait jamais faillite. Et puis des gens qui gèrent après, comme on le sait, on le voit bien, ce qui s'est passé dans les EHPAD récemment. Oui, il ne faudrait pas que les maisons de santé s'inspirent du modèle de l'EHPAD et soient totalement privatisées. C'est absolument ça. C'est-à-dire l'initiative libérale me convient, parce que d'un seul coup, des gens compétents font des choses ensemble, mais la dérive du libéralisme qui consisterait à dire maintenant faisons du business avec ça, c'est toujours un peu la chose à craindre. Au moins, avec l'État, théoriquement, il n'y a pas ce genre de délire. Mais bon. Alors, je voudrais qu'on conclue avec le portrait d'une femme exceptionnelle que l'on raconte dans ce numéro de Front Populaire. Elle s'appelle Coco. Et elle est surnommée Coco des urgences. C'est une vie à l'hôpital puisque cette femme a commencé à l'assistance publique il y a 35 ans. Elle est aujourd'hui à 2 ans de la retraite. On devait la recevoir et puis elle a eu un petit empêchement. Et c'est très touchant. Son portrait a été fait par Barbara Lefebvre. Mais je voudrais juste vous raconter, vous faire réagir sur son travail parce que cette femme à 2 ans de la retraite va donc partir avec une petite retraite de 1 500 €, ce qui veut dire qu'en Île-de-France, elle n'a pas les moyens de vivre avec ce montant-là, donc elle va devoir continuer à travailler. Elle part à la retraite pour continuer à travailler vers d'autres horizons. Mais surtout, je voudrais vous faire réagir par rapport à cette vie qu'elle mène, puisqu'elle travaille donc au service de nuit de cet hôpital. Elle fait 10 heures d'affilée de nuit, et à la Riboisière, elle touche 87 centimes d'euros, 87 centimes d'euros de l'heure. Vous voyez ce que ça représente? Voilà ce que c'est que le service de nuit. C'est 87 centimes de majoration, c'est-à-dire c'est presque rien. Mais il faut savoir que quand elle travaille à l'hôpital Trousseau, c'est 0. Voilà. Donc ce sont des gens qui travaillent 10 heures de nuit pour rien ou presque rien, et qui la nuit ont le droit à un yaourt ou un petit morceau de fromage, vous imaginez, plié sous aluminium comme ça, et un morceau de pain. Et elle passe par le syndicat pour avoir une bouteille d'eau. Voilà ce que c'est que la vie de cette femme-là qui a mis 35 ans de sa vie et de son énergie à travailler. Ça fait bondir, quoi. Merci Maastricht. Voilà, c'est rentable. À ce prix-là, c'est rentable, l'hôpital. On ne peut pas les ouvriers, on ne les nourrit pas, on les exploite jusqu'à la corde, et puis on dit on a une santé publique, c'est formidable, l'Europe de Maastricht, c'est bien, on est en train de fabriquer l'Europe. On voit très bien, concrètement, le délire que ça a pu produire. Ouais, on le voit. Alors, vous retrouverez son portrait brossé par Barbara Lefebvre. Je voudrais vous remercier tous les deux, remercier la rédaction, Jean-Baptiste Roch, Maxime Le Nagard, qui ont permis donc de réaliser ce numéro de Front Populaire, le numéro 10, La rage descendant, éloge du peuple providentiel, et vous dire qu'on se retrouve bientôt, évidemment, toujours avec la même joie. Merci à tous.